Yosh les corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse pour ma voix. Bon, enfin je m'excuse pas, je suis malade, enfin on va pas s'excuser d'être malade. Mais bon, vous l'avez remarqué, ma voix est complètement cassée parce que j'ai été très malade ces derniers temps. Heureusement que j'ai enregistré cette vidéo il y a très longtemps, environ 2 mois. Aujourd'hui j'ai eu le temps de la sortir. Alors ce que je veux faire dans cette intro, c'est de vous expliquer d'abord le but de cette vidéo, c'est ce qui est le plus important, c'est son but. Et son but c'est de répondre à plein de petits lézards en fait qui venaient me les casser en fait partout dans mes reviews des épisodes Dragon Ball Super. Quand je me suis mis à critiquer le travail de Toyotaro en me disant que voilà, ce que je faisais en fait c'était critiquer Toriyama comme si bon, Toriyama serait incritiquable. Mais bon, moi je leur expliquais que je critiquais Toyotaro et pas spécialement Toriyama, mais bon voilà, eux ils me disaient que non, il n'y a que le travail de Toriyama dans DPS, et comme si voilà, Toyotaro n'était là que comme assistant dessinateur, un peu comme ce qui se fait sur d'autres mangas comme Death Note et tout ça, avec Obata qui est là juste pour dessiner. Moi je leur expliquais l'inverse, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais démontrer définitivement quelle partie dans ce manga est faite par Toriyama, quelle partie est faite par Toyotaro, et encore plus quelle partie est faite par le studio Toei Animation. Donc on voit là que en fait il n'y a pas que 2 parties dans ce manga, il y a même 3. Enfin, pour éclaircir tout ça, on va y dédier une vidéo. J'espère que vous l'appréciez, que vous me laisserez un petit like. Je vous demanderai même de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en fait il se peut qu'avec le titre vous pensez que c'est une vidéo très simple, alors qu'en fait elle répond à beaucoup de questions auxquelles peut-être vous ne vous y attendez pas. Vous allez découvrir beaucoup de choses, donc je vous demande vraiment de rester au moins jusqu'à la moitié. Vous allez vraiment découvrir des choses auxquelles je vais répondre. Ensuite, j'ai nommé cette vidéo règlement de compte parce que je vais régler des comptes avec certains trolls et certains pseudo-connaisseurs qui venaient m'attaquer dans les commentaires de mes vidéos review des épisodes de Dragon Ball. Donc, je vais leur répondre, et il y aura aussi une autre vidéo par la suite qui viendra, je l'espère, très bientôt, qui sera aussi une vidéo règlement de compte, où je vais répondre aux mêmes personnes qui ont attaqué ma vidéo théorie sur Broly, où j'ai dit que Broly aurait pu et a pu éventuellement rencontrer Beerus et le combattre. C'est une théorie qui tient vraiment la route et je vais le prouver via le manga. On va voir comment Toyotaro me donne raison sur ce sujet là. Sur ce, j'espère que vous êtes prêts, accrochez vos ceintures, c'est parti. Alors, comme je l'avais dit en introduction, c'est très simple. Pour savoir quelle partie de travail sur Dragon Ball Super est faite par Toyotaro et quelle partie est faite par Toriyama, et aussi quelle partie est faite par la Toei, ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 parties qui travaillent et sur lesquelles on va enquêter dans cette affaire. Ma vision des choses, en fait, elle fonctionne selon une règle. Quand je vais vous la donner, vous allez même trouver ça tellement simple que ça va être bizarre, quoi. Suffit de prendre le manga papier et l'anime, de comparer les deux, et là c'est tout simple. Les différences qu'il y a entre le manga et l'anime, ces différences là sont ce qui a été fait par la Toei et par Toyotaro. Les points en commun, c'est ce qui a été fait par Toriyama. Ce qui veut dire que, par exemple, on va prendre exemple sur le dernier chapitre qui est sorti, le chapitre 31. On prend ce chapitre-là et on découvre tout un tas de choses qui ont été développées là-dedans, qui n'existent tout simplement pas du tout dans l'anime. Par exemple, toute cette partie avec Mr. Satan, elle n'est pas dans l'anime. La façon avec laquelle ça se passe entre la discussion quand ils complotent un peu pour réfléchir à qui ils vont recruter entre Whis, Beerus, Kaioshin et Vegeta, elle n'est pas tournée comme ça dans l'anime. Et quoi encore, il y a tellement de choses. La façon avec laquelle s'est déroulée la rencontre entre C17 et Sangoku, ça n'a strictement rien à voir avec l'anime. Je pourrais rajouter, mais genre, quasiment rien n'a de ressemblance avec l'anime, sauf la ligne conductrice. En fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ce que fait Toriyama, contrairement à tous ceux qui me disaient que Toyotaro ne fait rien, en fait, quand vous vous rendez compte de l'énormité de la différence, d'ailleurs, c'est très difficile de me contredire parce que, en fait, si vous me contredisez moi, parce que je sais, il y a
une petite haine qui s'est développée un peu autour de mon personnage parce que voilà, je me suis opposé à certains youtubeurs qui sont vous youtubeurs peut-être préférés, mais le problème c'est que sur ce point-là, vous pouvez pas vous opposer à moi. Pourquoi? Parce que tous vos youtubeurs préférés sont d'accord avec moi sur ce point, c'est qu'entre l'anime et le manga, il y a une énorme différence. Donc s'il y a une énorme différence, c'est que Toyotaro fait un énorme travail sur le scénario. C'est ce qui explique cette différence-là, parce que si Toriyama écrivait en fait tout, alors pourquoi la Toei changerait autant de choses? Je vous pose par exemple une question tout simple. Pourquoi la Toei n'a pas inclus la scène avec Oob? C'est une question, mais pourquoi? Si Toriyama l'avait écrit, alors c'est en fait super pour leur anime d'intégrer ce passage-là, parce que ça va donner une énorme hype. Juste avec cette scène, on voit Oob petit. Juste ça ferait une annonce d'un prochain épisode qui serait explosif. Mais ils l'ont pas fait, pourquoi? Mais justement, parce que Toriyama n'a pas écrit ça. Lui, il a donné une ligne directrice, une sorte d'idée approximative. Il va y avoir un tournoi de force. En fait, c'est une bataille royale à laquelle on a donné le nom de tournoi, ce qui casse la gueule à tout cet arc. En fait, tout le monde s'est trompé en analysant cette chose comme étant un tournoi. Bon, ça, j'ai expliqué un peu ça dans une vidéo spécialisée. Je vais pas revenir là-dessus. En tout cas, moi, mon postulat, c'est que Toriyama donne des idées qui sont plutôt vagues, on va dire. Elles sont très vagues et elles sont des lignes directrices que je pense personnellement que même ces lignes-là, elles sont pas à 100%, contrairement à ce que vous croyez, elles sont pas à 100% Toriyama. Ce sont des lignes qui sont, même dans ces lignes directrices, elles sont partagées. Il y a une grande influence sur ces lignes-là de la part de la Toei ainsi que de la part de Toyotaro. Parce que c'est clair que le manga est clairement tourné dans une direction marketing. Une direction de un maximum de transformations, un maximum de personnages nouveaux, un maximum de produits dérivés vendus. Et ça, c'est tout simplement l'influence Toei Animation. Et aussi, il y a Bandai là-dedans qui aussi influence. Donc, tous ceux qui viennent me dire le maître Toriyama, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, maître Toriyama ne scénarise pas 100% selon sa vision artistique. Tout ce monde-là scénarise avec lui, même les grandes lignes. Et là, j'ai évoqué l'influence de la Toei et ainsi que Bandai. En plus de ça, je vais vous expliquer aussi l'influence de Toyotaro aussi sur ces lignes directrices. C'est tout simplement, pour comprendre ça, c'est ça le problème, c'est que les gens n'ont pas un peu étudié la chose et n'ont pas réfléchi sur elle en profondeur. Ils ont juste été un peu pressés de vous sortir un maximum de vidéos, d'engranger un maximum de vues, la YouTube m'en est. Je vous raconte pas toute la suite. En tout cas, moi j'ai pris mon temps et là, j'ai pris en fait en compte tout le contexte avec Toyotaro. Et pour prendre le contexte Toyotaro, il faut voir ce qu'il avait pondu auparavant sur Dragon Ball. Et c'est son fameux Dragon Ball AF. Et quand on lit et quand on connaît un peu Dragon Ball AF, on comprend qu'en fait Toyotaro est un très grand fan du thème des dieux. Parce que dans son Dragon Ball AF, ce qu'il a pondu, c'est tout simplement un scénario de type Zamasu. En fait, ce que aucun youtubeur ne vous a dit, moi je vais vous dire, en fait Dragon Ball Super dans son arc Zamasu, c'est une autre vision ou une réécriture de Dragon Ball AF. C'est quoi Dragon Ball AF? C'est un Saiyan qui se mélange à un Kaioshin et ça donne un hybride Kaioshin Saiyan. Comment ça s'est amené? En fait, c'est un Saiyan, je pense que c'est Son Goku, qui a un enfant avec une Kaioshin femelle, et leur fils, c'est un hybride Kaioshin Saiyan. C'est exactement Dragon Ball Super avec l'arc Zamasu. C'est juste que ça a été réécrit différemment. C'est pas parce qu'on change des contextes et qu'on change des éléments que c'est terminé. Non. On voit ici l'influence de Toyotaro. Pourquoi? Parce que Zamasu, c'est la même chose. C'est un hybride d'un Kaioshin et d'un Saiyan. Zamasu, c'est quoi Zamasu? En fait, c'est le corps d'un Saiyan, donc Son Goku, et l'esprit d'un Kaioshin, qui est l'esprit de Zamasu, qui a, via, je pense, un vœu ou tout ça, il a demandé à avoir son esprit dans le corps du Saiyan le plus puissant, donc Son Goku. Et donc voilà, c'est un Saiyan mélangé avec un Kaioshin. C'est ça l'idée.
Et c'est Dragon Ball AF. Donc c'est vraiment très bizarre de directement dès le départ de Dragon Ball Super, même si c'est le deuxième arc, mais quand même directement on débarque direct sur une thématique et un scénario qui est quasiment la même histoire, un hybride. Donc voilà, là on voit l'influence Toyotarou, et comme je l'ai démontré auparavant, l'influence Toei, Shueisha, Bandai aussi via ce que j'ai évoqué. Et maintenant, à travers ça, je pense vous avoir démontré l'influence de tous ces gens qui en fait co-écrit, contrairement à ce que tout le monde est en train de me dire. Ouais, mais tu connais rien. Si tu critiques Dragon Ball Super, tu critiques Toriyama parce que c'est entièrement fait par Toriyama. Il fait ça en étant libre et en le faisant comme il le veut à 100%. C'est complètement faux, les gens. Je vous raconte la réalité. Ensuite, suicidez-vous si vous le voulez. Désabonnez-vous. Mais moi, c'est le mode d'emploi, c'est ma devise sur cette chaîne. C'est de vous dire les réalités, peu importe ce que ça me coûtera. Ensuite, quand on sort des grandes lignes, eh ben en fait Toriyama n'y touche rien. En fait, tout est scénarisé par Toei et Toyotarou. D'où les grandes différences. Sinon, il n'y a aucune autre façon d'expliquer les autres différences entre le manga et l'anime. Parce que ça n'a aucun sens que la Toei fait disparaître des scènes de son anime qui sont aussi épiques. Voilà, la seule façon d'expliquer ça, c'est d'admettre que Toriyama, sur Dragon Ball Super, ne fout pas grand-chose. Sur, on va dire, tout ce qui est scénarisation qui est en dehors de la ligne directrice, il fait rien. Il a jamais touché au dialogue et tout ça, il fait rien en fait à partir de là. Il y a juste les lignes directrices sur lesquelles je pense que ces lignes directrices, ils se font de la manière suivante. Une réunion, et dans cette réunion, chacun des partis dont je viens d'évoquer le nom propose des idées et celui qui est le plus convaincant l'emporte. Et je pense que Toyotarou l'a emporté quand il a été question de l'arc Zamasu, c'était sa vision. Après vous pouvez me dire ouais Toriyama l'idée lui a plu et c'est lui qui a accepté, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire que Toriyama est complètement hors jeu, mais le fait qu'il ait validé une idée de Toyotarou, ça fait que Toyotarou à ce moment-là, donc il a une emprise énorme sur toute l'écriture de Dragon Ball, sur la partie périphérique on va dire, et aussi sur les lignes directrices. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai fait une vidéo où j'ai attaqué un peu Dragon Ball Super, j'ai dit que Toyotarou n'a pas les épaules pour porter cette œuvre. Tout le monde m'a dit oh non mais tu comprends rien, Toyotarou c'est pas lui qui a écrit, si tu critiques Dragon Ball Super en fait tu es en train de critiquer Toriyama parce que Toriyama fait le travail à 100%. Et là non, les faits ne vous donnent pas raison les gens, les faits en fait c'est complètement l'inverse. Dans Dragon Ball Z, oui, Toriyama faisait le travail à 100%. Mais dans Dragon Ball Super, d'ailleurs c'est pour ça que dans la présentation de chaque chapitre, ce qui est écrit, ben il va dans mon sens. Je vous lis et je vous montre en image par exemple ce qui est écrit, chapitre 31, les super guerriers se rassemblent. En bas, qu'est-ce qui est écrit en bas? Manga par Toyotarou et pas manga par Toyotarou et Toriyama. Non, manga par Toyotarou, créé par Toriyama. Ce manga a été créé, oui, Dragon Ball c'est la création de Toriyama, mais il est actuellement fait par Toyotarou. Toriyama n'est pas hors jeu, mais c'est un contributeur et il est là juste parce que vous le savez vous comme moi que si le nom de Toriyama ne figure pas sur l'œuvre, elle n'aura pas 1% du succès qu'elle a actuellement, elle fera pas 1% des ventes qu'elle fait. Donc voilà, parfois je pense même qu'ils utilisent certains stratagèmes dans les interviews et dans les déclarations de Toriyama pour faire croire, parce qu'on le sait tous, hein, avant même l'histoire de Dragon Ball, hein, sans même Dragon Ball, les interviews des mangaka sont des interviews faites de A à Z. C'est pour ça que vous n'avez jamais de vraies déclarations ou de vrais questionnements de fans dans les interviews. C'est toujours des interviews avec des questions qui sont faites pour aller dans un sens, pour promouvoir quelque chose, pour être un avantage à l'œuvre et non pas pour vous dévoiler les vraies coulisses. Croire que vous êtes en train de découvrir les vraies coulisses à travers des interviews faites sur Dragon Ball via la Shueisha et ces journalistes, ben vous vous trompez lourdement les gens. Non, ces journalistes mettent en avant des questions pour servir l'œuvre et donc via leurs questions ils vont pas mettre sur la table que Toriyama a fait un minimum de travail et un maximum de travail est fait par Toyotarou. Sinon ben ils vont juste déglinguer la promotion de l'œuvre. Là ils ont été obligés d'écrire que manga par Toyotarou. Je vous explique pourquoi, parce que je suis auteur et éditeur, parce qu'en fait là ce n'est plus la partie promotion, là c'est la partie droit. Et dans les droits, ils peuvent pas faire ça à l'envers parce que
côté droit, Toyotaro ne peut pas se faire avoir comme ça. Donc, ils n'ont pas le droit d'écrire autre chose que ce qu'ils ont écrit. Manga par Toyotaro. Manga par Toyotaro, ça ne veut pas dire manga dessiné seulement par Toyotaro. Sinon, à ce moment-là, Toyotaro serait un assistant. Il serait pas le mangaka. Et à ce moment-là aussi, ben, pourquoi écrire que Toyotaro? Il faudrait écrire aussi tous les assistants. Parce qu'on sait bien comment fonctionnent les mangas japonais. Dans les mangas, ben, l'auteur a plusieurs. Ça, par exemple, Oda a jusqu'à 6 assistants. Donc voilà, on n'écrit pas leur nom à tous. Hein. Et alors voilà, j'espère vous avoir éclairé. J'avais fait cette vidéo dans une perspective de faire une vidéo la moins longue possible. Même si au final, voilà, j'ai de loin dépassé le temps que je voulais faire. En tout cas, j'espère que vous partagerez un maximum cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé en bien et en mal. Sur ce, mon manga est disponible sur Amazon si vous êtes intéressé de l'acheter. Ben, les liens sont en bas sous la vidéo dans la description. Abonnez-vous. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, faites le plein de mangas. Sayonara.